La vie de Voltaire a été marquée par les extrêmes. Né faible et maladif, au point qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il survive plus de quelques jours, il a pourtant vécu jusqu'à l'âge de 84 ans. Et au cours de cette longue vie, il a connu l'intérieur des cours royales et des prisons françaises. Parisien de naissance, il a passé une grande partie de sa vie exilé de cette ville. Autrefois proche compagnon du prince héritier de Prusse, il fut banni de Prusse lorsque son ancien ami devint roi de Prusse et passa à la postérité sous le nom de Frédéric le Grand. Il a souvent renié ses propres écrits et a utilisé 178 pseudonymes différents pour ses œuvres, tout en publiant ses premiers travaux sous son nom de naissance, François-Marie Arouet. Il ridiculise le mode de vie débauché de la noblesse qu'il patronne, tout en s'adonnant lui-même à une débauche considérable. Malgré ou peut-être grâce à une éducation jésuite, il a fait la satire de ce qu'il percevait comme l'hypocrisie du christianisme, en particulier de l'Église catholique. La vente de ses nombreux ouvrages l'a rendu fabuleusement riche grâce à des investissements judicieux. Il est devenu l'une des figures de proue de la période historique connue sous le nom de siècle des Lumières. L'historien Will Durant a appelé cette même période le siècle de Voltaire dans le volume 9 de son œuvre historique épique, l'histoire de la civilisation. Dans ses pièces de théâtre, ses poèmes, ses essais, ses romans et ses articles scientifiques, Voltaire s'est opposé à l'esclavage, a critiqué les religions organisées et a remis en question la légitimité des monarchies absolues. Il s'est servi de l'histoire, de la science, de la nature et de l'humanité elle-même pour défendre l'existence d'un être suprême, tout en s'opposant fermement à la religion organisée. La majeure partie de sa vie a été consacrée à la lutte pour la liberté d'expression. Il a écrit aux rois et aux princes, suggérant des actions qui affectaient les nations, comme Frédéric le Grand, qui envisageait alors une guerre en Europe. Mais si vous aimez tant la gloire, comment pouvez-vous persister dans un projet qui vous la ferait perdre? Mais il écrivait aussi aux gens du peuple. Le mari qui décide de surprendre sa femme est souvent très surpris lui-même. Sur le christianisme, il estime que notre religion est assurément la plus ridicule, la plus absurde, la plus sanglante qui ait jamais infecté ce monde. Il était tout aussi dédaigneux à l'égard de l'islam et du judaïsme. Au cours de sa longue vie, ses opinions ont évolué. Il est cependant resté fermement opposé au dogme des autorités religieuses, écrivant à Frédéric le Grand: quiconque a le pouvoir de vous faire croire à des absurdités a le pouvoir de vous faire commettre des injustices. S'il s'oppose au pouvoir absolu des gouvernements, il se méfie tout autant de la démocratie qu'il qualifie d'idiotie des masses. Impossible à résumer. Sa vie a été une remise en question constante de l'autorité, de la nature, de ses semblables et de la morale. C'est une vie d'extrême. La naissance d'un roi. François-Marie Arouet a été baptisé à Paris en novembre 1694. Il est le fils d'un avocat aisé et d'un fonctionnaire de la cour qui, par mariage, détenait des privilèges mineurs dans la hiérarchie de la noblesse française. Voltaire contestera plus tard que l'homme qui lui a donné son nom soit son véritable père, affirmant être né en février 1694 en tant que fils illégitime d'un autre noble. Enfant maladif et sournois, il fait preuve d'une grande vivacité d'esprit et d'une grande soif d'apprendre. Son éducation formelle commence à l'âge de 10 ans, lorsqu'il entre au collège jésuite Louis le Grand, situé sur la rive gauche de la Seine à Paris. Il fera plus tard l'éloge de son éducation, écrivant à propos des prêtres: ils m'ont inspiré un goût pour la littérature et des sentiments qui me consoleront jusqu'à la fin de ma vie. J'ai eu le bonheur d'être formé par plus d'un jésuite, dont toutes les heures se partageaient entre les soins qu'ils prenaient de nous et les exercices de leur austère profession. Voltaire quitte le collège après avoir obtenu son diplôme à l'âge de 17 ans, désireux de faire carrière en tant qu'écrivain. Son père intervient, insistant pour que son fils se prépare à une carrière juridique. Le jeune homme n'apprécie pas que son père laisse entendre qu'une carrière littéraire est une garantie d'indigence, bien qu'il accepte, du moins en apparence, ses devoirs filiaux pour les 3 années à venir. Il rejoint d'autres nobles mineurs et des abbés, un titre similaire à celui du père, bien qu'il ne soit pas nécessairement un prêtre ordonné et profite des opportunités pour les rebelles pendant les soirées parisiennes. De ses études juridiques, il exprime son mécontentement, écrivant la profusion de choses inutiles dont on veut charger mon cerveau. Il professe sa devise de l'époque: aller droit au but. En 1713,
son père obtient pour son fils un poste d'assistant auprès de l'ambassadeur de La Haye. Là, le jeune Voltaire retrouve les attraits de la vie nocturne plus que ceux du travail juridique et entame une relation avec Olympe d'honneur, qu'il appelle Pimpette et à qui il écrit Jamais personne n'a été plus digne d'amour que vous. Son employeur avertit le père de son égarement et François-Marie est sommé de rentrer à Paris, menacé d'être déshérité s'il ne se consacre pas pleinement à l'étude et à la pratique du droit. Lorsque Pimpette rejette ses avances, François-Marie décide d'accepter le jugement de son père. Le roi Louis XIV meurt en septembre 1715, laissant pour héritier son arrière-petit-fils, Louis XV, alors âgé de 5 ans. Une régence s'impose pour sauver la monarchie, mais les intrigues de la cour et les manœuvres des factions désireuses de contrôler le jeune roi créent des divisions au sein du gouvernement français. Philippe, duc d'Orléans et oncle du roi, devient régent, soutenu par des alliés parmi la noblesse et le clergé. Louis XIV se méfie de Philippe, qu'il qualifie de fanfaron du crime. François-Marie, tout en s'adonnant à la pratique du droit, a déjà commencé à écrire des poèmes et des pièces de théâtre. Il apprécie également les salons et les divertissements de la noblesse, où son esprit et son sens de l'humour, souvent malicieux, le rendent populaire. Il se décrit lui-même comme mince, long et sans chair, et apprécie le vin qui coule à flot dans les salons, régalant les autres invités de ses poèmes, généreusement émaillés d'hérésie et de sous-entendus à peine dissimulés, dirigés contre certains des nobles les plus puissants de la Régence. L'un de ses poèmes, qualifié de très satirique et très impudent par un contemporain, le duc de Saint-Samon, conduit le jeune Arouet à son premier exil. En 1716, il est expulsé de Paris vers Toulouse. Son père intervient auprès de la cible des Vers, le duc d'Orléans, et le persuade que l'exil doit se faire à Sully-sur-Loire. Toujours gênant, mais considérablement plus proche de Paris. Là, Arouet nie avoir écrit les vers incriminés et demande à être libéré de ce qui est en fait une assignation à résidence. À la fin de l'année, sa demande est acceptée et il est de retour à Paris, titillant à nouveau les salons et leurs mécènes par son irrévérence et ses vers souvent paillards, qui ne dissimulent que faiblement leur référence au régent, le duc d'Orléans. Au début de l'année 1717, un recueil de vers paraît. Arouet en nie la paternité. On y trouve un vers dont la traduction est la suivante. Un garçon règne, un homme notoirement connu pour ses empoisonnements et ses incestes gouverne. Le garçon désigne le jeune Louis XIV, l'homme, le régent, Philippe, duc d'Orléans. Le bruit courait depuis longtemps que la première femme du duc décédée était morte empoisonnée. D'autres rumeurs, jamais confirmées, faisaient état d'une relation incestueuse entre le duc et sa fille. Le régent réagit à ces vers en lançant un mandat d'arrêt secret et François-Marie Arouet se retrouve envoyé à la Bastille à Paris sans avoir pu bénéficier d'un procès. Sa première incarcération dans la prison commence en mai 1717. N'ayant plus besoin de donner l'impression de pratiquer le droit à la Bastille, Arouet se met à écrire pour passer les semaines d'emprisonnement. Privé de papier mais autorisé à lire des livres, il écrit entre les lignes de ces derniers. L'un des livres qu'il a pu lire à ses frais est l'Iliade d'Homère. Arouet a commencé son poème épique de son cru, basé sur Henri IV de France, qu'il a intitulé la Henriade. Il travaille également à sa pièce Oedipe, qui doit déjà être jouée par la Comédie Française à Paris en 1718. Pendant sa détention, il commence à signer de son nom Monsieur Arouet de Voltaire. Il utilise également ce nom pour signer les lettres qu'il envoie à la Régence, implorant son pardon et sa libération. C'est en ce nom qu'il fut libéré. Peu de temps après, la partie Arouet du nom fut abandonnée et il fut connu dans toute l'Europe sous le simple nom de Voltaire. Il est autorisé à revenir à Paris en octobre 1718, à temps pour superviser la production d'Oedipe, une pièce qui aborde le thème de l'inceste. Avec le culot qui le caractérise, Voltaire demande au régent s'il peut lui dédier sa nouvelle pièce. Le duc d'Orléans refuse mais autorise la lecture d'une dédicace à sa mère lors de la première. La pièce fait immédiatement sensation à Paris et est jouée pendant 45 représentations, un record inégalé à l'époque. Lorsque le régent fait déplacer la pièce dans son palais pour une représentation de commande, Voltaire est convoqué en tant qu'invité d'honneur. Alors que les commérages parisiens associent l'inceste de la pièce aux rumeurs d'inceste au sein de la Régence, l'auteur de la pièce jouit des faveurs de l'homme qui dirige la France.
Le succès de la pièce, de son Henriade et d'autres œuvres et essais a apporté à Voltaire des récompenses financières, des acclamations critiques et une notoriété qu'il a joyeusement exploitée. Il est riche, influent et populaire, cependant, sa célébrité lui a créé des ennemis et ses difficultés juridiques ne sont pas terminées. En 1726, Voltaire assiste à une représentation à la Comédie Française où il rencontre le chevalier de Rennes qui fait un commentaire narquois sur le nom d'adoption de l'écrivain. Voltaire réplique par un commentaire de son cru. Bien que les sources ne s'accordent pas sur les mots exacts de l'écrivain, l'essentiel de sa réplique était que son nom était élevé à la gloire tandis que Rennes apporterait sa propre infamie. Rennes n'est pas prêt à laisser passer l'insulte, il envoie plusieurs de ses mercenaires attaquer Voltaire. Lorsque l'écrivain enragé répond en défiant publiquement Rennes en duel, ce qui est illégal, le chevalier use de son influence pour obtenir une lettre de cachet, envoyant une nouvelle fois Voltaire à la Bastille. Voltaire, qui jouit alors d'une influence considérable à la cour royale, demande lui-même un exil volontaire en Angleterre plutôt qu'une autre longue incarcération, ce qui lui est accordé. Après 2 semaines à la Bastille, l'écrivain est escorté jusqu'à Calais où il s'embarque sur un navire pour l'Angleterre, où il arrive en mai 1726. En Angleterre, Voltaire est accueilli et diverti par des sommités telles que le satiriste britannique Jonathan Swift, le dramaturge William Congreve et le poète Alexander Pope. Il débat avec des dirigeants politiques, se rallie à Sir Robert Walpole et au Parti libéral Whig, et assiste à des représentations des pièces de Shakespeare encore peu connues en France. Dans un essai rédigé pendant son exil britannique, Voltaire écrit que les principaux penseurs britanniques auraient été persécutés en France, emprisonnés à Rome et brûlés à Londres. Voltaire observe que la raison humaine est native de l'Angleterre, au moins dans l'âge présent. Dans toutes ses observations et conversations, sa correspondance et ses essais, Voltaire en est venu à reconnaître la supériorité d'une monarchie constitutionnelle sur une monarchie absolue ou une démocratie comme forme de gouvernement. Il en vint également à apprécier la tolérance religieuse dont jouissait alors la Grande-Bretagne, du moins en comparaison de l'intolérance qui prévalait en France. Il prépare une édition anglaise de son Henriade, dont il offre un exemplaire à la reine et en vend d'autres par souscription. Il commence également à travailler sur ses lettres philosophiques sur l'anglais. Il y exprime son admiration pour le gouvernement britannique, la monarchie, la tolérance religieuse dans l'industrie, l'économie, les marchés et la société en général. Les 24 lettres ou essais contiennent de nombreux exemples de l'esprit mordant de Voltaire. Dans la 5e lettre, par exemple, qui compare favorablement l'Église d'Angleterre au catholicisme romain pour l'essentiel, Voltaire désapprouve néanmoins certaines actions du clergé. Le clergé anglais a conservé un grand nombre de cérémonies romaines, écrit-il, et surtout celle de recevoir, avec une attention très scrupuleuse, la dîme. Il se montre particulièrement cinglant à l'égard du presbytérianisme et de ce qu'il perçoit comme son hypocrisie, notant que les divertissements, depuis le théâtre jusqu'au jeu de cartes, sont interdits le jour du sabbat, à l'exception d'une personne de qualité et de ceux que nous appelons les gentils qui jouent ce jour-là, le reste de la nation allant soit à l'église, soit à la taverne, soit voir leur maîtresse. Le retour à Paris se fait en 1728. Voltaire est autorisé donc à y retourner. Et il publie et produit plusieurs pièces de théâtre, dont certaines imitations des œuvres de Shakespeare. Ces pièces ne reçoivent qu'un accueil mitigé, mais une autre pièce, Zaïre, en 1732, connaît un succès retentissant. Ses lettres philosophiques sur les Anglais sont publiées à Rouen et Voltaire a de nouveau maille à partir avec les autorités. Celle-ci trouve désagréable les comparaisons critiques avec les Britanniques. Contraint de fuir de Paris, pour éviter la prison ou pire, Voltaire se réfugie chez sa nouvelle maîtresse, la marquise de Châtelet, à Ciry, près de la frontière lorraine. Le mari de la marquise, le marquis de Châtelet, a l'esprit manifestement ouvert, les rejoint dans son château. Afin d'apaiser l'indignation du marquis, les poches profondes de Voltaire financent la restauration du château. Pendant les 16 années qui suivirent, Voltaire demeura à Ciry, écrivant à propos de sa relation « Elle me rend heureux ». C'est à Ciry que Voltaire et Frédéric de Prusse, alors prince héritier, entament ce qui deviendra une longue correspondance et une amitié intermittente. Voltaire occupe également son temps à écrire des pièces de théâtre et des essais sur l'histoire, la science, la Bible et la religion organisée.
Il commence également à se déplacer plus librement en France et en Europe, le temps passant, la ferveur suscitée par ces diverses indiscrétions s'atténue. Lors d'une visite à Paris en 1744, il entame une nouvelle liaison avec Marie-Louise Mignot, sa nièce récemment devenue veuve. Voltaire ne s'est jamais marié, préférant à ses maîtresses la compagnie des femmes d'autres hommes. Ses seules relations à long terme avec des femmes ont été avec la marquise mariée et sa nièce veuve. Il n'a pas non plus eu d'enfant connu, bien que la marquise soit tombée enceinte en 1748 et soit morte en couche en 1749. Selon certains, ses relations avec la marquise et sa nièce auraient été plus platoniques que sexuelles. Ce serait en accord avec ce que Voltaire écrivait des années auparavant, à l'âge de 25 ans. L'amitié est 1000 fois plus précieuse que l'amour. Il me semble que je suis nullement fait pour la passion. Je trouve dans l'amour quelque chose d'un peu ridicule. J'ai décidé d'y renoncer pour toujours. Après la mort de la marquise et un bref séjour à Paris, Voltaire se rend en Prusse, à l'invitation de Frédéric, alors roi de Prusse, mais pas encore Frédéric le Grand. C'est là, alors qu'il vit sous la protection de Frédéric, qu'il est payé par lui, que Voltaire produit Microméga, une première œuvre de science-fiction dans laquelle des extraterrestres visitent la Terre et observent les travers de l'espèce humaine. En réponse à la question d'un humain comparant le naturel et le surnaturel, l'extraterrestre de Voltaire explique: Je répète que la nature est comme la nature, à quoi bon chercher des comparaisons? L'extraterrestre constate que la raison humaine est limitée alors que l'univers est illimité. Parallèlement, comme il l'avait fait à la cour de France des années plus tôt, Voltaire se fait des ennemis aussi facilement qu'il amuse ses amis et ses mécènes. À la mi-1752, Voltaire n'est plus le bienvenu à la cour de Frédéric, s'étant fait, comme il l'a fait si souvent au cours de sa longue vie, de puissants ennemis parmi la noblesse et les chefs religieux influents. Frédéric le bannit de la cour, bien que les deux hommes restent correspondants. Alors qu'il retourne lentement vers la France et Paris en 1754, il apprend qu'il est à nouveau banni de la capitale française où ses ennemis l'accusent d'espionner pour le compte des Prussiens. Avec des ennemis derrière lui et devant lui, il tourne à gauche et s'installe dans un domaine près de Genève. C'est là qu'il publie un autre poème épique, la pucelle d'Orléans. Dans sa précédente, la Henriade, il avait fait d'Henri IV, relativement peu connu, un héros national. Dans la Pucelle, il tourne en dérision une héroïne nationale, Jeanne d'Arc, et sa légende pour les aspects religieux de son histoire. La pucelle a été interdite dans la plupart des régions de France, ainsi qu'à Genève, en raison de sa fréquente licence et de son imagerie quasi pornographique. Voltaire quitte Genève et s'installe dans un domaine à Ferney, à l'intérieur de la France, où il vivra jusqu'à la fin de sa vie. En 1759, Voltaire publie Candide, sans doute son œuvre la plus connue et certainement la plus lue à ce jour. Son héros, Candide, son mentor, le docteur Pangloss, et une foule de personnages hauts en couleur vivent des calamités et des mésaventures dans un monde fictif. Voltaire utilise la satire et parodie des événements historiques, notamment le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui a fait entre 40 000 et 50 000 morts. La religion, l'armée, les institutions, la guerre, les philosophes, les charlatans et l'humanité elle-même sont autant de cibles pour la prose de Voltaire qui les traite avec un mépris humoristique. Candide contient également une condamnation de l'esclavage, l'une des nombreuses condamnations de l'œuvre de Voltaire. Lorsque le naïf Candide rencontre un esclave en Guyane française mutilé lors d'une tentative d'évasion, il s'étonne. À quel prix mange-t-on du sucre en Europe? La victime asservie estime que si l'ascendance commune de toute l'humanité est décrite dans le livre de la Genèse, alors tous sont apparentés et personne ne peut traiter ses proches de manière aussi horrible. Candide découvre une société utopique, appelée Eldorado, où il rencontre une humanité libérée des dogmes religieux, un paradis gouverné par la raison humaine. Lorsqu'on lui demande si les citoyens prient Dieu, il reçoit la réponse suivante: Nous ne le prions pas du tout, nous n'avons rien à lui demander. Pourtant, pour Voltaire, le monde apparemment parfait de l'Eldorado ne pouvait pas exister. Si tous étaient vraiment égaux en toutes choses, comme c'est le cas, comme le prétendent ses citoyens, alors tout mécontentement chez l'un doit se refléter chez l'autre. Le meilleur des mondes possibles pour l'un n'est pas nécessairement le meilleur pour tous.
Candide tourne en dérision la philosophie de l'optimisme, alors en vogue avec son observation fréquemment répétée selon laquelle, quelle que soit la gravité d'une situation, c'est pour le mieux. Lorsqu'un homme rencontré au cours des voyages de Candide demande à propos de l'optimisme, qu'est-ce que c'est? Candide répond, c'est l'obstination à soutenir que tout est pour le mieux quand tout est pour le pire. Ayant constaté que la vie est pleine d'épines, Candide en arrive à la conviction que chacun doit cultiver son jardin de la manière la plus adaptée à sa propre existence. Le livre a été immédiatement interdit ou censuré dans toute la France pour blasphème, sédition et scandale. Cependant, il a fini par être considéré comme l'une des plus grandes œuvres de la littérature française jamais écrite. Après Candide, il publie le Dictionnaire philosophique, un ouvrage qu'il a commencé alors qu'il vivait en Prusse et qu'il a continué à modifier et à enrichir jusqu'à la fin de sa vie. Le livre comprenait à l'origine 73 articles classés par ordre alphabétique, puis 120 entrées. Chaque article est un sujet de discussion philosophique, souvent sous la forme d'un dialogue entre des personnages. Elles vont de l'adultère au pourquoi et soulignent les incohérences et l'hypocrisie pure et simple de nombreuses positions du gouvernement, des religions et des philosophes sur les lois de la nature et les droits naturels de l'humanité. Il a également été interdit dans toute la France. Au début de l'année 1778, Voltaire, âgé, se rend à Paris pour assister à la première représentation de sa pièce Irène. Atteint d'une grave maladie au cours de ce voyage hivernal, Voltaire écrit ce qui aurait dû être son épitaphe. En Dieu ou en moi, je suis mort, aimant mes amis, ne haïssant pas mes ennemis et détestant la superstition. Puis il se rétablit, assiste à la représentation d'Irène en mars et se réjouit des acclamations et des applaudissements qu'elle suscite. Fin avril, il retombe malade. Il meurt à la fin du mois de mai 1778, probablement d'urémie. Après sa mort, ses ennemis politiques et religieux ont prétendu que sur son lit de mort, il avait accepté le baptême dans l'Église catholique romaine et confessé ses péchés à un prêtre. Il n'y a aucune preuve qu'il ait fait ça. Bien qu'un prêtre l'ait assisté et l'ait incité à se confesser, Voltaire aurait réagi en lui faisant signe de s'en aller et en lui disant « Laissez-moi mourir en paix ». Rien ne prouve que sur son lit de mort il ait répondu à un prêtre qui le pressait de renoncer à Satan et qu'il ait répliqué « Ce n'est pas le moment de se faire des ennemis ». Ce n'est là qu'une des nombreuses citations attribuées à tort à Voltaire, dont une qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir qui vous contrôle, regardez ceux qu'on ne peut pas critiquer. Ces attributions erronées jouent sur la résonance continue du nom de Voltaire. L'Église catholique a refusé que sa dépouille soit enterrée en terre consacrée à Paris, autre signe de son refus d'accepter la conversion. En 1791, alors que la ferveur révolutionnaire secoue la France, sa dépouille est ramenée à Paris et inhumée au Panthéon après une procession à laquelle assistent plus d'1 million de personnes. En 1968, le premier volume des œuvres complètes de Voltaire, compilées et traduites par l'Institut et Musée Voltaire de Genève, est publié. En 1976, le projet de compilation de l'ensemble de l'œuvre prodigieuse de Voltaire est transféré à la Voltaire Foundation d'Oxford. En avril 2022, le 205e et dernier volume de la série est publié. Selon la Fondation Voltaire, les écrits de sa vie s'étendent sur plus de 15 millions de mots, couvrant presque tous les aspects de l'existence humaine tels qu'ils étaient connus de son vivant. D'après les références des documents connus, jusqu'à 25 000 lettres écrites par Voltaire n'ont pas été retrouvées. Il se peut donc qu'il existe encore une perle inconnue de l'esprit de Voltaire qui soit piquante, irrévérencieuse, sarcastique, et toujours d'une actualité mordante. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour ne pas manquer les suivantes, abonne-toi et on se dit à une prochaine.